Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue chez Caride. Merci d'être venus nombreux et nombreuses ce soir pour Gabriel Josipovici, Bernard Hoffner et les éditions Quidam. On est extrêmement heureux d'accueillir Gabriel Josipovici pour la deuxième fois chez Caride ce soir pour la parution de Infini, l'histoire d'un moment. Je vais dire quelques mots avant qu'on entende un extrait. On va faire une lecture bilingue ce soir puisqu'on a la chance d'avoir l'auteur et son traducteur. Je voulais parler d'abord de la fascination pour les textes de Gabriel Josipovici. Et je trouve que cette fascination que moi j'ai éprouvée dès que j'ai commencé à le lire, elle est vraiment liée à cet art du dialogue, à cet art de dire. Et quand on le lit, on est vraiment emporté dans le texte. Qui est un texte particulier, je me souviens la dernière fois, Bernard, vous aviez dit c'est très dur de raconter, d'en parler, voire de se souvenir, mais c'est un texte dans lequel on est emporté par les répétitions, les va-et-vient, le ressassement, et ça forme une expérience quand on le lit, qui est une expérience aussi bien esthétique qu'une expérience de fiction. Et ça c'est merveilleux, et c'est particulièrement vrai dans ce dernier livre donc, qui est traduit en français aujourd'hui, Infini, l'histoire d'un moment. Donc c'est un livre qui est paru en 2012 chez Carcanet en Angleterre et donc en janvier chez Quidam, merveilleusement bien traduit. Et donc c'est un livre qui est entièrement dialogué. Ce livre, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui l'ont déjà lu. Donc c'est l'entretien entre un homme qui s'appelle Massimo, qui est l'ancien majordome d'un compositeur qui s'appelle Tancredo Pavone, qui est aujourd'hui disparu. C'est un entretien qui se passe sans doute avec un journaliste et dans lequel donc le majordome répond à des questions et rapporte les pensées de son ancien employeur, cet homme qui est très très singulier. On ne connaît pas vraiment l'identité de la personne qui pose les questions, on ne connaît pas le contexte de cet entretien. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en répondant à des questions qui sont parfois vagues, qui semblent parfois faire perfide, le majordome fait appel à ses souvenirs et il dévoile comme ça par bribes, par fragments, avec ses souvenirs, donc l'existence de ce compositeur, Tancredo Pavone, qui est un homme disparu, qui était riche, un noble, assez excentrique et qui a traversé toute l'histoire du XXe siècle. Donc c'est à l'origine un Sicilien, un aristocrate fortuné. C'est un personnage parfois hautain, assez réactionnaire. Il a passé une jeunesse dorée, il a fréquenté les casinos, les salles de bridge, la Côte d'Azur. Ensuite, il a étudié la musique à Vienne. Puis il a été dans le milieu parisien, il a côtoyé pas mal d'écrivains, Henri Michaud, Pierre Jeanjou, Philippe Soupeau, dans le Paris de l'avant et de l'après-guerre. Et puis ensuite, il a mené une vie recluse à Rome, donc où il a employé ce majordome. Une vie dédiée à la recherche obsessionnelle de ce son essentiel. On apprend à la toute fin du livre, dans les notes dernière page, que cette figure de Pavone a été librement inspirée de la vie et des écrits d'un compositeur et poète qui s'appelle Giacinto Scelsi. Mais c'est tout à la fin du livre. L'essentiel, c'est dans ce couple, ce couple qui est dans la voie du majordome entre Massimo le majordome et Pavone. Donc c'est un couple maître et serviteur, parole, oreille, artiste, artisan, on pourrait dire compositeur, interprète. Il y en a un qui est mort et un qui est vivant. C'est fascinant dans sa forme. Le majordome, au début du livre, en fait, il semble pas se souvenir. Mais au fur et à mesure des interviews, on voit qu'il a une mémoire phénoménale, quasiment hypermnésique. On a l'impression qu'il reproduit, quasiment qu'il rejoue les paroles de Pavone. Et c'est très curieux parce que parfois il n'a pas l'air de comprendre vraiment ce qu'il dit, ou alors il feint de ne pas comprendre. Et ça produit des effets assez comiques. Il y a des propos... Ce qui est dit aussi est fascinant. Il y a des propos passionnants sur la création, sur la musique, sur l'effondrement de la culture. Puis à côté de ça, il y a des considérations très très obsessionnelles, très surprenantes. Alors, il y a dès le début l'entretien maniaque que Pavone accorde à ces milliers de costumes, de cravates, de chaussures. Puis ses fascinations un peu mystiques suite à des voyages qu'il a fait en Inde, au Népal ou en Afrique. En fait, quand l'interview se déroule, on voit qu'au fil du temps et au fil des pages, on découvre cette relation entre deux hommes qui sont quand même socialement extrêmement différents,
mais était de plus en plus familière. On découvre aussi les failles et les vulnérabilités de Pavone qui se dévoilent, et puis les paradoxes de son obsession artistique qui est à la fois grandiose et un peu dérisoire. Voilà, l'écriture est très très belle. Bon, c'est un livre entièrement dialogué. C'est une nouvelle fois, j'ai envie de dire, quand on lit Gabriel Josy-Covici, un livre unique et un vrai bonheur de lecture, très enjoué aussi. Merci. Je crois que on a tout dit du livre, enfin de comment ça se déroule. Avant de lire quelques pages du commencement, et puis Bernard en anglais, et puis Bernard va lire une autre partie, quelques pages en français, et plus tard vers la fin, si vous voulez, on peut lire un peu vers une autre partie, enfin du livre vers la fin. Mais j'espère alors qu'il y aura des questions et qu'on pourra discuter un peu, même si vous n'avez pas lu le livre. J'ai cherché un certain ton, en même temps absurde et profond. Et c'était ça la difficulté, ce que je cherchais. Absurde et même prétentieux peut-être. On ne sait jamais si ce qu'il dit, il le pense vraiment ou s'il c'est quelque chose qu'il dit juste parce que ça lui traverse le cerveau à ce moment-là. Alors voilà, sans plus rien dire, je vais commencer. Avant que tu commences, et à cause du lieu, je vais lire un tout petit extrait de 3 lignes tiré de Moupak, à cause du lieu auquel nous sommes. Donc je vais vous le lire, pris comme ça au milieu du livre. Comme pour tout le reste, dit-il, il n'y a pas ici de directive universelle. Tout le monde doit négocier tout seul entre le Scylla de l'oubli et le Charybde du souvenir. Bon, je pouvais quand même pas passer ça. Parfait. Voilà. Alors, aussi quand j'ai trouvé ce ton, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui venait assez naturellement, parce que c'était pas comme il y avait cet homme qui parlait, un autre qui l'interrogeait. Le trajet n'était pas de A à Z dans une ligne directe, mais je pouvais faire comme une spirale, aller, laisser tomber, retourner, développer, et je crois que vous allez voir ça même dans les premières pages. I asked him first how he had come to work for Mr. Pavone. I heard he was looking for someone, he said. How did you hear? One hears. You had been in service before. To tell the truth, sir, I was out of work. I had been working for my brother-in-law, but that had come to an end. I presented. Why had it come to an end? These things happen, sir. Of course. What were you doing for your brother-in-law? You asked me to talk about Mr. Pavone. Of course, please go on. I presented myself to Mr. Pavone, but he told me the post had already been filled. He took my number, though, and several days later he called me and asked me to come and see him. It was then he offered you the job? Yes, sir. What was your impression of Mr. Pavone? In what sense? How did he strike you? Strike me? When you first met him, yes. As you know, sir, Mr. Pavone was not your ordinary sort of gentleman. First of all, he was Sicilian, you understand, and Sicilian gentlemen, Sicilian nobles. For Mr. Pavone was a nobleman, the descendant of a very noble family, you know, sir. Sicilian nobles are a breed apart. And then he was an artist. You know that artists are called by God, and if I may say so, are his servants as much as the Pope himself. But above all, he was himself. What do you mean he was himself? He was himself. That is all I can say. But isn't each of us himself? No, sir, if I may say so, sir, not in that way.
In what way? He was a singular gentleman. In what way was he singular? In every way. Can you give me an example? In every way. I had never met, and I have never met in my whole life, and as you can see, sir, I am no longer young, a gentleman like him. Was it his appearance that was unusual, or something else? Not unusual, sir, no, not unusual. But you said singular. Singular, sir, but not unusual. Explain what you mean by that. You'd have had to know him, sir, to understand. But I did not know him, that is why I'm asking you. Yes, sir. Go on. How do you wish me to go on? Describe him. He was very tall and thin. At least he gave the impression of being very tall, though, to tell the truth, he was not above medium height, perhaps even a little less, with an aquiline nose, and in those days, when I first went to work for him, black hair, so black it was almost blue, if you know what I mean, sir. The kind of black that could, in certain lights, be blue. Go on. All of us Italians have black hair, except, of course, for those who are blonde. But Sicilians have blacker hair than most, if you know what I mean, sir. Yes, I understand. Go on. Yes, sir. He always dressed very expensively. He had over 100 suits in his cupboard. In his cupboards. It was up to me to see that the moths did not get at them, that they remained clean and fresh. For he might at any moment of the day or night, for he sometimes worked through the night, and sometimes he would spend the night walking through the streets of Rome, decide to put one of them on. It was up to me to see that they were always ready to be put on, so that if he had worn one once, I'd have to make sure it was cleaned and pressed before it was put back in the cupboard, sir, in case he wanted to take it out again soon. And it was the same with his shirts. He told me that when he was living in Vienna in the 1930s, when he was studying composition with Walter Scheler, he always sent his suits to London to be dry cleaned, and his shirts too to be washed and pressed. Only London, he said, has the requisite standards of cleaning and pressing. Only the English upper classes know what it means to have a properly pressed suit of clothes. Of course, he said, that is no longer the case. Nowadays, the English upper classes are on the run, he said. They are being hunted down one by one. In England, the hunting of wild animals is being abolished little by little, he said. But the hunting of the English aristocracy is being pursued with ever greater ferocity. The English were once the most civilized people in the world, he said, but they are now among the most barbaric. The French are the only civilized people left, he said. They are resisting the barbarism of America, the barbarism of the New World, but they will not be able to resist forever. Soon nobody will know what the word civilization means. We must turn away from the world, as the Hindu sages have long known, he said, because the world will never be able to live up to our idea of what the world should be. We must practice every day, he said, every day, Massimo, in order to eradicate our desire to make the world a better and a more civilized place. We must learn to accept that it will only ever be a worse and less civilized place. Soon, he said, even the memory of past civilization will have disappeared. Not in your lifetime, Massimo, he said, and certainly not in mine, but very soon, very soon. We have reached the end of the Neolithic period, Massimo, he said. It is only now that we have reached the end of the Neolithic. Your children, Massimo, he said, will no longer know that milk is produced by cows. They will not even know what a cow is. They will only know what a self-service supermarket is, which is the place where they can buy milk. So we are entering a new era, he said. After the end of the Neolithic, we have come to the era of the synthetic. No one will know what a stone is anymore. No one will know what a tree is. No one will know what a flower is. No one will know the mathematical symbol for infinity. But why should we care? My task is to write music, and your task is to make sure that my shirts and my suits are cleaned and ironed according to the highest standards that still prevail. I do not say according to the highest standards, he said, but according to the highest standards that still prevail. Do you see the difference, Massimo? He asked me. Because if you do not see the difference, there's no point in my employing you. And did you see the difference? I told him that although I did not see the difference, I was sure that in time I would come to do so. And was he pleased with your answer? That is all I can expect, he said. That is all I can expect. You must understand, sir, that although Mr. Pavone could appear fierce and even overbearing, he had a warm heart. I understood that at once, and that is why I answered him as I did. I do not really see the difference, I said, but I am sure that if I remain in your employment, I will in time come to learn the difference. That is all I can expect you to answer, he said.
And he showed me the cupboards with his clothes and with his shoes and with his ties. He had thousands of ties, tens of thousands. Perhaps Anna Maria will tell you where you are to take them to be cleaned, he said. Once upon a time I sent them to England to be cleaned, but now what would be the use? They'd be cleaned there as badly as anywhere else. So there's no point in sending them abroad. It's just as simple to send them out here in Rome, he said, where you can keep an eye on them and make sure they're done as well as can be expected. As far as shoes are concerned, he said, we Italians have always been the best. The cobblers of Florence are unsurpassed in the design and the making of shoes. They have for generations been making shoes for the wealthy and the discerning, he said. That is a fact. No one disputes that. He had many hundreds of pairs of shoes. He showed them all to me. You are in charge of my shoes, Massimo, as well as the rest of my clothes, he said. You must make sure they're clean at all times, and that the soles are replaced as soon as they show any signs of wear and tear. Nobody can work in dirty clothes, he said, or with shoes full of holes, or with the heels of one shoe worn away more than the heels of the other. Think of what this would do to the work, he said. If you got up to take a drink of water, or to fulfill a need of nature, and one heel was lower than the other, causing you to limp as you crossed the room, think what that would do to the music. Think how when you returned to your desk, that limp would be lodged in your body and would emerge in the music as you were writing. We do not want music that limps, he said. We want music that stands foursquare on the ground. We want music that dances, not music that creeps, music that hobbles. We had enough of that sort of music with Wagner and with Mahler and with all those other limping Germans with their obsessions with mountains and lakes. Do you know why they were obsessed with mountains and lakes, Massimo? He said. It was because their souls were tubercular. Even if their legs were pure, their souls were contaminated, he said. Those of us who are free of the German disease, he said, find it perfectly tolerable, indeed more than tolerable, to live in the midst of a city like Rome and not to see a mountain or a lake from one year's end to the other. Only those whose souls are tubercular need to prove themselves by spending their days in the mountains, need to write about flowers and streams and the rest of it, until all the flowers and streams and mountains in the world rise up and shout, enough, enough, leave us alone. German composers have been so busy airing their souls, he said, that they forgot to air their clothes. I'm not talking about the clothes of a Beethoven, he said, which did not change from one week's end to the other, and in which he would often sleep, nor am I thinking about the clothes of poor madmen like Schumann and Wolf, who vomited over their clothes and shat in their pants. I'm talking about the stinking clothes of respectable bourgeois like Brahms and Strauss, undershirts and shirts and waistcoats and jackets and coats and ties and scarves and gloves and hats, all musty, all mouldy, with the musty, mouldy smell of the German middle classes, the smell of sweat and scent and tobacco and uprightness and gloom. It is a rule of art, Massimo, he said, that if the work is going to be clean, then the clothes must be clean. That was the trouble with my wife, he said. She was a beautiful woman, but she was a slut. She washed her body and she bought expensive clothes, but she did not essentially care for her clothes. If they were dirty, she bought others. It was an excuse to buy others. She rubbed her body with unguents and washed herself in milk when that was the fashion, but essentially she was dirty. Do you know the difference, Massimo, he said, between the essential and the contingent? Because if you do not, there is no point in your coming to work for me. It is all a question of refinement, he said. The Sicilian aristocracy is essentially refined, he said, but the bulk of the European aristocracy has remained stuck to its plebeian roots. My wife could trace her family back to Richard Lionheart, he said, but it was family that had its roots in the pigsties of Central Europe, that inherited neither the qualities of the bourgeoisie nor those of the real aristocracy. Only in the East, he said, are people naturally gracious, naturally graceful, naturally clean. Je vais poursuivre avec un passage un petit peu plus... Bon, j'espère que tous parmi vous, vous arriviez à comprendre suffisamment l'anglais pour suivre ce qui était dit. Non, parce qu'il y a sans ça, s'il y a vraiment beaucoup de monde qui n'a pas compris, je pourrais lire le même passage, mais en même temps, je me suis dit qu'il vaut mieux lire un autre passage. Voilà. Donc, c'est un peu plus loin, un passage donc, où il parle du piano.
Alors, ça commence avec la personne qui pose les questions. Que disait-il de ces années? Il disait qu'il avait commencé à improviser au piano à l'âge de 3 ans. Je me précipitais sur tous les pianos qui se trouvaient là, m'a-t-il dit. Je les frappais de mes poings et je leur donnais des coups de pied. Mais personne ne m'a jamais dit « Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas casser le piano. » Non, tout le monde était étonné, mais on ne m'a jamais demandé de cesser, a-t-il dit. Je leur en suis éternellement reconnaissant. Pendant toute ma vie, a-t-il dit, je me suis précipité sur tout. Musique et poésie, femme et nourriture, poings et pieds frappant dans tous les sens. Mais personne ne m'a jamais dit de me retenir. C'est à cela que je dois mon sens de la musique, a-t-il dit, lequel est meilleur que celui de toute autre personne parce qu'il s'agit d'un sens de la musique sans inhibition. On a volé leur patrimoine à ces compositeurs qui ont appris à écrire les notes et à composer des contrepoints compliqués et tout le reste, a-t-il dit. Le patrimoine des mains et des pieds. On les a privés de leur patrimoine, Massimo, a-t-il dit. Le patrimoine des mains et des pieds. Nous devrions attaquer toute chose dans la vie comme si c'était une ennemie mortelle et une amante, comme si c'était ces deux choses à la fois, une ennemie mortelle et une amante. Seul Kleist a compris cela, a-t-il dit, parce qu'il était un aristocrate et un officier. Dans le Pentésilée de Kleist, a-t-il dit, que cette vieille femme de Goethe ne supportait pas parce que cela lui donnait des frissons. La reine des Amazones tue Achille, puis le dévore parce que son amour pour lui est trop grand pour un acte moindre. Et à la fin, Kleist se tue parce que sa bouche est trop petite pour les bouchées qu'il voulait avaler de la vie. Il s'est tué, a-t-il dit, afin d'élargir sa bouche. S'il avait eu la chance, comme je l'ai eu, de se rendre au Népal, il ne se serait pas tué. Il aurait compris qu'il existe une bouche intérieure qui est plus grande que toute bouche humaine et qu'avec cette bouche intérieure, nous pouvons mordre dans le monde autant que nous voulons. Mes parents, a-t-il dit, m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Ils n'ont pas essayé de m'envoyer à l'école, ni de me donner de quelconques leçons, ce qui aurait ruiné ma vie avant même qu'elle ait commencé, comme cela a ruiné la vie de la majorité des membres du monde civilisé, soi-disant. De cette façon, ils ont posé les fondations de ma musique. Peut-on demander autre chose à des parents, a-t-il dit. Si je voulais grimper dans un arbre, je grimpais dans un arbre. Si je voulais passer 16 jours et 16 nuits dans la bibliothèque, je passais 16 jours et 16 nuits dans la bibliothèque. Ils ont fait cela parce que mon père était trop occupé par ses devoirs dans la marine et parce que ma mère était trop occupée par ses robes et sa chevelure. La plupart du temps, ils oubliaient mon existence et ce n'est que grâce aux domestiques que j'ai survécu. Mais cela vaut mieux que de se voir donner des ordres toutes les heures de la journée, faire ceci et faire cela et faire encore autre chose. Parfois, les servantes m'emmenaient dans leur lit, et c'est ainsi que j'ai tout appris sur les femmes et le sexe, a-t-il dit, sans angoisse et sans culpabilité, exactement comme cela devrait être. Elles m'ont fait comprendre qu'en plus des mains et des pieds, nous avons des organes sexuels, et que ces organes sexuels nous ont été donnés non seulement pour nous reproduire, mais comme un portail vers les sentiments du corps tout entier, comme l'entrée vers le plaisir. Il aurait mieux valu, a-t-il dit, que ces compositeurs, qui ne vivent que pour qu'on photographie leur nez pour les journaux, aient eu leurs organes sexuels photographiés, au lieu de poser devant le Forum et la Tour de Pise et Saint-Marc à Venise, et avec l'air intelligent dans leur bureau, qu'ils aient invité les photographes dans leur chambre à coucher et dénudé leurs membres. Il serait alors évident, a-t-il dit, qu'il n'y a absolument aucune différence entre un compositeur et un chimpanzé. Sauf qu'un chimpanzé peut se gratter là où un compositeur ne peut pas le faire. Tous les enfants devraient être des enfants uniques, a-t-il dit. Il devrait y avoir une loi, comme il y en a une en Chine, interdisant d'avoir plus d'un enfant. Tous les dommages psychologiques infligés à l'humanité, a-t-il dit, ont été infligés non pas par les pères et les mères, mais par les frères et les sœurs. Freud n'a jamais compris cela, a-t-il dit, obsédé comme il l'était par les pères et les mères. Mais la vérité est que ce sont les frères et les sœurs qui font le plus de mal. À l'époque où j'étais invalide dans les sanatoriums suisses, si on a le temps, on vous lira un petit peu sur les sanatoriums suisses par la suite, a-t-il dit, j'ai eu l'occasion d'observer les neurasthéniques et les fous de très près, et vous ne croirez jamais comment, comme si souvent la cause de la maladie n'est pas un père ou une mère, mais un frère ou une sœur. Un enfant qui a un frère ou une sœur ne peut jamais être seul, et être seul est la joie suprême de l'enfance, comme de l'âge adulte. Et j'ai un autre petit passage sur le piano un peu plus loin, si je le retrouve, voilà. Quand je suis revenu du Népal, a-t-il dit, je me suis assis au piano dans ma maison ici,
Et j'ai joué la même note encore et encore, heure après heure et jour après jour, exactement comme je l'avais fait en Suisse. Mais la différence était la suivante, Massimo, m'a-t-il dit. Je n'avais plus l'impression que c'était admettre un échec. Au contraire, a-t-il dit, je voyais cela comme un signe de triomphe. Je jouais cette note unique, et en jouant, j'écoutais et je comprenais. À ce moment-là, un nouveau genre de musique est né. J'ai appelé la première pièce 666. 666. La même note frappée de la même façon au piano 666 fois. C'était magnifique, Massimo, a-t-il dit. Sa beauté était une beauté d'un autre monde. Soit elle vous rendait fou, soit elle vous attirait dans une autre dimension. Quand elle a été exécutée plus tard par Paulini et Dartington, puis à Bregenz, le public a fait une émeute et a quitté la salle. Cage m'a dit « C'est une pièce que j'aurais aimé avoir écrite si seulement j'y avais pensé. » Mais il se trompait. Jamais il n'aurait pu l'écrire. Jamais. J'aimais beaucoup Cage, a-t-il dit. Il avait une idée de la voix de Bouddha, mais il était fatalement contaminé par le New Age américain. Il n'a jamais compris ma musique. S'il avait écrit 666, il aurait été content de l'idée, mais il aurait été indifférent au son. Je vais m'arrêter là et vous dire que si ça vous intéresse, sur YouTube, et je trouve ça extraordinaire, sur YouTube, il y a quelqu'un qui a joué ce morceau, 666, et qui a joué après avoir lu Infini de Gabriel. Hein, et donc... pardon ? Il s'appelle John Harmer. Voilà. Et je crois que sur l'invitation, j'avais mis le lien pour l'article d'Éric Darsan, où il donne, lui, le lien sur ce... Donc ça vaut la peine d'entendre ce morceau de musique qui est 666 fois la même note. Et quand il m'a envoyé ça, il m'a dit, malheureusement, j'ai pas pu garder exactement le même ton pendant les 12 minutes, ou je sais pas quoi ça dure, et je crois que ça ralentit un peu vers la fin. Mais la note n'est pas précisée dans le livre, non? La note, Non. Il a joué quelle note, est-ce qu'on sait? Ah, en tout cas, tout ce que je peux dire, que c'était pas une noire, c'était une blanche, hein, parce que j'ai regardé. J'ai écouté tout du début à la fin. Oui. Oui, Ah, j'ai moi, écouté j'ai du pas début à la pu. fin. Ah ben si, on fait les choses bien ou pas. Hein. 28 minutes. Ah oui, c'était Et rapide. c'est une note blanche, si je me souviens bien. Alors cette évocation de 666 à la note, ça me conduit à ma première question, qui était une question qu'on pourrait vous poser sur plusieurs de vos livres précédents, Mopak, Goldberg, Variation et celui-ci, qui est la question du titre. Infini, l'histoire d'un moment, c'est un titre qui est quasiment comme un oxymore. Donc voilà, je voulais que vous nous parliez un peu de Oui, de ce alors, vous savez, les titres pour des livres, enfin, dans mon expérience, où ça vient tout de suite et c'est le bon titre, ou bien c'est très difficile de trouver. Et on essaie, on n'est jamais vraiment satisfait. Celui-ci, c'est un peu différent. J'avais commencé, j'étais sûr que ce que je voulais, c'était seulement le signe de l'infini, le 8 couché sur un côté. Et parce que, pour beaucoup de raisons, parmi lesquelles c'est que ce compositeur, comme Giacinto Scelsi d'ailleurs, et on pourra parler un peu de la relation entre lui et ce vrai compositeur, pour Scelsi, ce signe, l'infini, était un 8, n'est-ce pas, couché sur le côté, et le 8 pour lui était complètement fatidique, et d'ailleurs il est mort le 8 août 1988, et pas en suicide. Hein. Et alors je m'étais dit que je voudrais juste avoir ce symbole, et puis je me suis dit, soyons pratiques, il y aura des problèmes. Comment est-ce que les gens pourraient aller demander à un libraire, est-ce que vous avez un livre par ce type avec un nom un peu drôle, qui ferait ce signe-là, et aussi j'étais sûr que mon éditeur me dirait maintenant comment est-ce qu'on va le mettre pour le récupérer, etc., sur l'internet, etc. Alors je me suis dit, bien,
alors il faut tout de même mettre le mot infini. Mais il doit y avoir des milliers de livres avec ce titre-là. Et je me suis dit, non, ça ne va pas, il faut quelque chose d'autre. Et tout d'un coup, c'est venu l'histoire d'un moment. Alors, histoire et infini, évidemment, c'est contradictoire. Mais d'une certaine façon, je pensais, tout le livre n'est que cette interview immense. Et ça, vraiment, c'est un moment. Mais aussi toute la vie de ce compositeur, quand on le repasse comme ça, à travers les mots de quelqu'un d'autre, et disons du point de vue de Dieu, n'est qu'un moment. Alors, j'ai trouvé que ça allait assez bien comme sous-titre, mais je ne sais pas. C'est à vous de dire. Ce que tu dis me fait penser, il y a eu un titre comme ça, qui était un titre de Jacques Roubaud, qui était le signe mathématique, qui veut dire, dont j'ai maintenant oublié la signification, mais le livre n'a que ce signe. Et ça, pardon ? Epsilon. Non, c'est pas epsilon, c'est vraiment un signe mathématique qui indique. C'est un epsilon, mais avec deux barres, voilà. deux barres. Et qui veut dire, oh, je l'ai su, puis maintenant je l'ai oublié. Et c'est vrai que ça pose problème quand on parle de ce livre, parce que ça ne peut pas se prononcer, quoi. Oui, quelqu'un m'avait dit ça, je ne savais pas quand j'ai écrit, mais on m'a appris beaucoup. Ouais. Alors, j'aimerais bien que vous nous parliez de la forme justement de cet entretien. Donc déjà dans Mopac, c'était un roman qui était très dialogué puisqu'on suivait les monologues d'une personne qui était donc l'écrivain Jack Toledano, qui se promène dans les rues de Londres avec son ami Damien Anderson et qui lui raconte l'histoire de ce livre qu'il arrive à écrire. Et ici, donc c'était les paroles de quelqu'un rapportées par un autre. Ici, c'est donc un dialogue avec le majordome qui est comme une sorte de ventriloque de Pavone, comme une caisse de résonance, quoi. Donc je voulais savoir que vous nous parliez un peu de cette forme. Bien, vous savez, quand j'ai écrit Mopac dans les années 90 à 2000 et celui-ci 10 ans plus tard, et je ne pensais vraiment pas à l'autre. Mais ça arrive très souvent que je finis un livre et je me dis « Ah, mais c'est un livre que j'avais déjà écrit, juste un peu différent. » Et puis je me demande, est-ce que c'est bien parce que ça montre que vraiment il y a un rythme personnel ou quelque chose de personnel, ou est-ce que c'est terrible parce que ça veut dire que je suis obsédé par certaines choses et que personne d'autre ne s'intéressera. Alors, depuis mon premier livre, qui n'a pas été traduit, que j'avais publié il y a très très longtemps, l'inventaire, Inventory, était vraiment tout en dialogue. Et c'était vraiment un breakthrough. J'ai trouvé que ça ne m'intéressait pas d'écrire un roman où, à la première personne, une première personne qui sait tout, ou une troisième personne qui sait tout. Ça doit être une recherche. Le livre même doit être une recherche. Alors, quel genre de recherche? S'il y en a deux personnes qui commencent à parler, on ne sait pas exactement où ça va aller. Et aussi, on trouve que ça devient intéressant d'écrire un dialogue assez, peut-être assez simple, mais où on sent que peut-être il y a beaucoup qui se passe au-dessous. C'est-à-dire comme, évidemment, Marguerite Duras le fait merveilleusement, et je crois Muriel Spark aussi, avec un ton un peu différent en anglais. Alors, je crois que depuis The Inventory, qui est apparu en 1968, je crois que tous les romans ont été ou des monologues avec un narrateur pas très reliable, oui, ou en dialogue, surtout dialogue, c'est mon fallback, je crois.
c'est très très différent évidemment de Mopac, puisqu'il y a ce duo entre le majordome et Pavone qui n'est pas là. Aussi, j'espère que c'est plus léger, plus drôle. Et c'est exactement ce que j'allais dire, c'est beaucoup plus drôle. Il y a ce duo qui, à la fois par ce qui est dit et par la forme elle-même, produit beaucoup d'effets comiques. Et je voulais vous demander si c'était quelque chose d'intentionnel ou... Enfin, pas intentionnel, mais si vous voulez, je parle pendant 2-3 minutes de la genèse du livre. Ce compositeur ami Jonathan Harvey, qui est mort il y a 2 ans, 3 ans, qu'on connaît bien en France. Boulez l'admirait beaucoup, l'avait invité à IRCAM 2-3 années de suite. On était collègues à l'université à Sussex et amis. On avait collaboré pour une pièce pour la radio. Et un jour, il est venu, il m'a dit, voilà, je crois que ce compositeur t'intéresserait. Il me donne le CD d'une certaine pièce de Justin Chelsea, dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai écouté, j'ai trouvé ça très intéressant. Plutôt, c'est-à-dire, ce qui est drôle, c'est qu'il a écrit tout ça, comme vous avez dit, isolé à Rome, sentant qu'il recommençait la musique vraiment du commencement, qu'il retrouvait toute la musique, il l'a réinventé presque. Mais quand on a commencé à écouter ces pièces dans les années 75, c'était pas vraiment si éloigné de ce que Stockhausen et Ligeti faisaient. Alors il y a un zeitgeist peut-être. Alors la musique m'a intéressé, mais aussi la note là dans le CD où il y avait des extraits de conversations avec Chelsea, où je trouvais cette voix impossible, ridicule, où il parlait là des compositeurs avec leur nez qui aiment être photocopiés, etc. Et je me suis dit, c'est un ton qui m'intéresse beaucoup, je voudrais essayer de l'imiter, de l'approprier, vraiment. Et de trouver une façon où cette voix dirait certaines choses que je savais que Chelsea avait dit, mais aussi des choses que moi je voulais dire. Et c'était ça le problème. Donc vous n'avez jamais pensé l'appeler Chelsea? Non, ça m'aurait limité. J'aurais dû écrire quelque chose qui était tout de même... qui avait une relation directe avec lui. Et il y a certaines choses, par exemple, il a toujours dit qu'il était né en Mésopotamie en l'année 2800 avant Jésus-Christ. Toutes sortes de choses que je trouvais qui ne m'intéressaient pas tellement, cette idée de réincarnation et tout ça. Alors je pouvais laisser tomber, tandis que si on appelait ça Chelsea, on était vraiment obligé de... Et ça aurait aussi été assez drôle alors de parler moi-même de certaines choses qui m'intéressaient si le livre avait son nom. Alors je voulais trouver quelque chose et je me suis dit que... Et j'ai transposé aussi, il n'était pas sicilien, il était du sud de l'Italie, il y a certaines choses qui sont différentes. Oui, c'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on pense pour commencer à Chelsea. Je crois que je dois dire que c'est ça qui m'a inspiré, mais c'est tout, je trouve. Il y a des moments très beaux dans le livre, moi je trouve, où c'est tous ces passages où le majordome promène le Pavone en voiture dans la campagne romaine. Et on a l'impression dans ces passages-là qu'il y a plusieurs rythmes superposés dans le texte. Il y a le rythme de la voiture et le rythme de la... En fait, il n'y a pas du tout de description de paysage, mais le rythme de la voiture est dans les paroles
de Pavone qui dit « roule Massimo, roule ». Et puis ensuite il y a le rythme qu'on entend de la voix de Pavone qui est rapportée par les propos du majordome. Donc il dit la voix lente et hypnotique, parfois il se tait, puis parfois il parle. Et puis il y a le rythme de l'entretien qu'on est en train de lire. Et ça, moi, ça m'a vraiment fait penser à une partition musicale, quoi, comme s'il y avait plusieurs portées, plusieurs instruments qui. Je trouvais ça très beau. Et puis c'est là qu'il y a de l'épaisseur humaine, c'est-à-dire c'est là qu'à partir de ce moment-là, que je dessine d'une façon très profonde, véritablement humaine, une relation. Entre Massimo et son majordome. Entre Massimo et Pavone. Alors qu'auparavant, on peut penser que c'est quelque chose d'absolument fantasque, complètement délirant, mensonger, etc. Et là, on perçoit quelque chose qui est de l'ordre intrinsèquement d'une vérité, en tout cas d'une relation, quoi. Non, tu as tout à fait raison. Et là aussi, il y a un aspect de la genèse du livre qui a à faire avec ça, parce que j'avais écrit les 30 premières pages assez vite, c'était venu assez facilement, où je trouvais que j'avais cette voix, que je l'avais capturée, mais je n'avançais pas. Et pendant 2-3 ans, je me disais, est-ce que je classe ça avec ce que j'ai fait qui est d'une œuvre abandonnée ou work in progress. Et je n'étais pas sûr du tout, mais je l'ai laissé. Et puis, je ne sais pas pourquoi, si j'ai écouté la musique un peu plus sérieusement, si je commençais à penser aux relations entre les deux, mais tout d'un coup, il y a eu cette dimension humaine. Et je crois que le roman ne pouvait pas se développer sans ça. C'est-à-dire que pour un conte, quelque chose de très court, je crois qu'on peut faire ça avec une idée. Mais pour un roman, en tout cas de ma part, ça a besoin de quelque chose de plus qu'une idée. Il doit y avoir un commitment existentiel presque, où on sent que c'est quelque chose qui vous touche sérieusement. Et c'est à ce moment-là que tout d'un coup, tout le reste est venu. Et comme tu dis, c'est là, vers la fin, que ça commence à sortir dans le livre. Alors, sur le majordome aussi, il y a un contraste entre ses paroles, qui sont très ordinaires au début, et puis sa mémoire qui est finalement quasiment prodigieuse, quoi. Parfois, il n'a pas l'air de comprendre, alors il feint de pas comprendre, mais en même temps, il se souvient de tout. Il se souvient des noms des écrivains que Pavone a côtoyés, il se souvient des noms des compositeurs que sans doute il a jamais entendus. Même s'ils ne sont pas tout à fait exacts. Et je repensais à Tout passe. Dans Tout passe, on voyait le quotidien de cet homme assez âgé qui reçoit la visite de ses enfants, puis qui se remémore comme ça des bribes, des fragments de son passé. Et je me disais finalement la mémoire, c'est quand même un thème assez central de vos livres. Est-ce que c'est juste? Oui, je crois aussi. Mais là aussi, je ne commence pas par penser je vais écrire un livre sur la mémoire. Il doit y avoir quelque chose qui a l'air intéressant, qu'on veut attraper enfin comme un fil comme ça. Et puis le reste, on espère que ça va venir. Et très souvent, ça ne vient pas ou ça ne vient pas pendant des années. Sur la mémoire, ce que je pensais quand on lit le livre, bon, je me souviens de la première fois que je l'ai lu, puis en travaillant dessus, c'est que, en fin de compte, tu disais, bon, il a une mémoire extraordinaire, il se souvient de tout, mais en même temps, on n'y croit pas, c'est pas possible. Donc on passe à un autre niveau à ce moment-là. On passe à un autre niveau et ce personnage de majordome, et c'est ce que moi j'aime énormément dans ce livre, puisque tu parlais de tous les rythmes, moi je veux dire en le traduisant, c'est ce qui m'a fasciné, moi, c'est de rentrer dans tous ces rythmes différents les uns dans les autres, et on s'aperçoit que
Massimo, enfin, le personnage du majordome, il est sans arrêt en train d'apparaître et de disparaître. Parce que quand on est en train de le lire, l'autre jour j'en ai relu quelques passages justement quand on cherchait des passages à lire, il y a des moments, ce qu'on entend, c'est Chelsea. Et puis il y a d'autres moments, c'est le majordome. Mais on ne sait pas quand ça change. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on est passé de l'un à l'autre. Mais on n'a pas vu l'endroit où il y avait la jointure. Parce qu'il y a... Et on abandonne l'idée d'essayer d'analyser, mais comment se fait-il que ce type-là, il soit en train de nous raconter cette histoire, puisqu'il ne comprend rien à la musique, il ne sait même pas ce que c'est que la contingence, vous l'avez entendu tout à l'heure, il ne sait pas grand-chose, c'est un chauffeur, et c'est ça qui est étonnant, l'espèce de nous faire flotter, Oui, non, ça c'est quelque chose de très difficile, je n'allais pas en parler parce que pour moi c'est encore, je ne comprends pas exactement d'où ça vient, etc. Mais je crois qu'il y a aussi certains moments où c'est comme si le livre s'ouvrait et c'était ni la voix de Chelsea, ni la voix de aucune des personnes, de quelque chose d'autre. Et j'ai pas fait ça très souvent dans des romans, mais j'écrivais des pièces dans le temps. Et ce qui m'intéressait, c'était des moments dans les pièces où tout d'un coup, ce n'est plus la fiction dans la pièce, mais quelque chose qui s'arrête et où on sent que ça pourrait être une autre réalité, n'est-ce pas, pas la réalité du théâtre, qui s'introduit et disparaît, parce que je ne crois pas qu'on peut garder ça très longtemps. Et là... Non. Il y a ça dans le prochain, In a Hotel Garden. Ah oui? Oui, ça fait très longtemps que ce surgissement de à la fois de la mémoire et d'un moment intensément humain et de la transmission même de ce moment-là à travers les générations et à travers la construction du dialogue, parce que au départ comme ça commence presque par quelque chose qui est complètement artificiel et puis plus ça avance et moins c'est artificiel. Ici, oui. Dans In a Hotel Garden, c'est encore autre chose. Mais oui. sur ce moment-là du surgissement de quelque chose, qui est comme un moment marquant, tu parles de théâtre, mais je dirais que c'est presque une voix c'est presque une voix divine, quoi, qui donne un point de vue tout de suite, immédiatement, sur quelque chose. Et puis, hop, ça disparaît. Oui, alors... il y a un exemple de ça, on avait parlé avec Bernard, parce que c'est un problème pour la traduction. Il y a cette course de bateaux chaque année où les riches prennent part en Angleterre, dans le sud, près de Southampton, qui s'appelle Cowes. C-O-W-E-S. Alors évidemment, si vraiment... le majordome parle, il dit qu'il aimait beaucoup les bateaux et les vaches et je ne sais pas quoi. Il ne pourrait pas comprendre ça en italien, n'est-ce pas? Et c'est sa femme. Ah oui? C'est sa femme, c'est pas le majordome. Non, je crois que c'était le majordome. Qui répète ça? Qui répète ce que disait la femme. Donc on ne sait pas si c'est le majordome qui se trompe ou si c'est la femme. Ou c'était la femme, oui. Mais je crois que la femme parle, mais le majordome, oui. Mais en tout cas, si vraiment ce livre était une transcription en anglais d'un dialogue en italien, ce que ça devrait être, c'était impossible. L'humour ne marcherait pas, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Peut-être on peut chercher, mais enfin, chaos, ça ne va pas, c'est seulement en anglais. Alors c'est à ce moment que tout d'un coup ça devient, si on écoute, même si on ne comprend pas pourquoi, je crois que ça devient pour le lecteur qui écoute bien un moment impossible. Et puis ça disparaît. Et je crois qu'on s'était parlé, tu me disais, mais qu'est-ce que je fais avec ça, etc. en français. Et j'ai dit, bien, en tout cas, c'est pas possible. Et je me rappelle pas comment est-ce que... Je me souviens plus non plus exactement. Je pense qu'il y avait quelque chose avec, je sais
pas si c'était avec Deauville ou si c'était avec je sais plus alors quoi. tu l'as transposé. Mais pour reprendre ce que vous disiez là, je veux dire, ce que je vois aussi, c'est que dans le récit, on a le narrateur, journaliste, la personne qui fait l'entretien, on a le majordome, et puis tout d'un coup les choses prennent vie. Hein, c'est-à-dire que tout d'un coup c'est la vie de Chelsea qu'on voit. Que ce soit Chelsea qui raconte, le majordome, que ce soit quelqu'un d'autre. Et puis, Je suis pas d'accord. chaque fois qu'on retombe... Moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Non mais c'est pas grave, tu peux quand même me permettre d'être d'accord avec moi. En plus, moi je le partage. Je pense. Oui, mais moi, je le partage pas. Non, et ce que je veux dire, c'est que chaque fois que le journaliste revient, et donc il y a tout un rythme des reprises de la parole par le journaliste, simplement parce que le majordome arrête de parler, parce qu'il n'a plus rien à dire, parce qu'il a besoin qu'on le pousse. Et quand on retombe donc sur le journaliste, pour dire simplement, cette vie cesse, et il faut qu'elle reprenne de nouveau. Pourquoi tu n'es pas d'accord ? Parce qu'il y a que lorsque tu arrives à la dernière page et avec l'avertissement, finalement, que tu découvres que c'est que la figure de Pavone est inspirée de Chelsea. Ah non, mais attends, je me suis trompé. J'ai dit Chelsea, je voulais dire Pavone. Ah, d'accord. Ah, non, mais non. Excuse-moi, je voulais dire Pavone. Bon, t'es Et pardonné. Non, donc on est d'accord. Non, parce que ce qu'il faut ça dire que je aussi, c'est comprenais pas. que Pavone en italien, ça veut dire le Le pan. pan. Oui, c'est pour ça. Et que ce personnage, en tout cas dès ce que tu as lu toi, c'est un pan. C'est quelqu'un qui est. C'est ça. qui C'est est un coq, aristocrate qui et- déploie tous ses pouvoirs comme ça, etc. Et en Ouais. plus, tous ces pouvoirs qui sont rapportés par quelqu'un qui peut carrément mentir. Ouais. Voilà, puisqu'il y a... Moi, je trouve que c'est une des choses extraordinaires. Bien sûr, c'est ça, le dans ce fond roman, de la c'est que chose. Il y a toute cette lecture dont on a parlé, et puis ça a été mentionné, il y a quand même cette question de la reliability, de la fiabilité de ce témoin. On sent bien, il y a plein de petits indices possibles, je ne dis pas que c'était fait, mais qui sont là pour nous dire, on n'en sait rien si c'est vrai ce qu'il raconte. Tout ce qu'il raconte, il est le seul témoin. À chaque fois qu'il y a justement une tierce personne, et le journaliste ou la journaliste essaye parfois de faire son job un peu pernicieusement en disant « Oui, mais là, Anna Maria dit pas ça. » Et là, il s'arrête, il répond pas, il dit Et Miss Mouse. non, mais il fait Tout ce exprès. qui a à voir Qu'est-ce avec qui les s'est passé entre Massimo et Miss Mouse? Non, mais à chaque fois qu'il est potentiellement mis en difficulté ou qu'il y a un risque Ou qu'on parle de qu'apparaisse. lui, ou qu'on parle de lui. Oui, mais même qu'apparaisse éventuellement le fait qu'il est en train de tout inventer, qu'il est en train de proposer sa version à lui, Massimo. Hop, il coupe court, il s'arrête, et il s'arrête pas nécessairement parce qu'il n'a plus rien à dire, il Ouais. s'arrête parce que ça l'emmènerait sur un terrain trop glissant, ou sur un terrain où il risquerait de se couper et de rentrer dans le Les témoignage de la relations personne. avec les autres domestiques, Et par tout ça, exemple. et Ouais. tout ça est très effleuré, donc il y a bien, je trouve, tout le long, un fantastique fil conducteur de... Mais Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est véritablement un artifice d'emblée. D'emblée, puisque toi, Hugues, tu parles de journaliste, mais on ne le sait pas du tout. C'est peut-être pas du tout un journaliste. c'est peut-être un enquêteur. ou C'est un peut-être, enquêteur, c'est n'importe Mais quoi. c'est On aussi ne sait le- pas. du point de vue Et qui tout est interroge. construit sur un artifice comme ça. D'ailleurs, on ne sait Et jamais. plus on avance, plus cet artifice disparaît. Ouais. Pour arriver à cette relation entre ces deux hommes. Alors que tout est construit sur quelque chose qui est du pipeau, quoi. Enfin, voilà, c'est totalement évanescent. Peut-être qu'on on est en train de nous raconter des salades. Enfin, si je puis me permettre. Exactement ça. Alors précisément, quand même, là, Miss Mouse, moi, j'aimerais bien savoir, pas nécessairement ce qui s'est passé entre Miss Mouse et Massimo, mais c'est quand même, non, parce que ça, je le saurais pas, je sais bien, mais que vous me parliez un peu de cette espèce d'appel d'air vers autre chose que Pavone, que le narrateur anonyme et intervieweur donc cherche, enfin il revient quand même à plusieurs reprises là-dessus sur quelque chose que Massimo ne sait pas ou refuse de dire. On a plutôt l'impression qu'il refuse de dire et qu'il dit qu'il ne sait pas, que c'est une excuse. Et bien sûr, Demandez, oui, demandez-leur. oui, voilà, oui. Demandez-leur. Demandez-leur, voilà, oui. Bien, moi aussi, je me suis demandé. Ça, je savais que tu allais dire ça. Et surtout, je me suis demandé quel était cet personnage
est-ce que c'est un policier, est-ce que c'est un journaliste, etc. Et puis tout d'un coup, petit à petit peut-être, je me suis rendu compte que je ne savais pas la réponse à ça et ça ne m'intéressait pas. Alors ce qui est important, c'est de continuer. Et je crois que avec le reste aussi, ça serait difficile de dire pourquoi il y a ces ouvertures. Mais je ne voulais pas aussi que ça reste absolument fermé, qu'il y ait aussi ce côté réaliste pour pouvoir l'enlever, c'est-à-dire enlever le tapis au-dessous des choses. Il doit y avoir d'abord quelque chose d'assez stable et sûr, où il y a des possibilités, etc., qu'on pourrait peut-être, si c'était un roman policier, éventuellement... Et puis russe, c'est très drôle, ça. Et ça, c'est une constante chez toi, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de... Tu nourris les livres de beaucoup de choses, qui peuvent être la réalité, qui peuvent être des sentiments, qui peuvent être de la culture, etc. Et en même temps, on a le sentiment que tout ce qui est de l'ordre de l'identité est absolument flou et échappe. Comme si tu tirais le tapis sous les pieds du lecteur. Quoi. Ah, complètement, oui. Il faut dire que cette Miss Mouse, c'est un nom allemand, M-A-U-S-S. Si on le dit à haute voix, évidemment, ça devient quelque chose d'autre en anglais. Et une idée qu'on a, les gens souvent sont appelés Miss Mouse, un peu mouse-like, comme ça, des petites dames qui cherchent comme ça, comme dans Agatha Christie. Alors voilà, ça aussi. Mais c'est seulement si on écoute ça en voix. Est-ce que vous voulez relire un extrait pour... Bien, ok. Nous voyons pas en français. Alors il y a une chronologie assez simple où les années, il est, comme Marianne nous a dit, plutôt un playboy sur la Côte d'Azur dans les années 20, et lui était né, ça fait aussi dans ces années 20 à lui aussi, et du siècle. Et puis dans les années 30, il avait été travaillé avec un des élèves de Schoenberg. Et ça, Chelsea l'a fait, c'est un différent personnage, j'ai inventé ce Scheller-là. Et puis, pendant la guerre, il sent que tout ne va pas bien en Italie, en Allemagne, en Autriche. Il prend refuge avec sa femme en Suisse. Et alors... oui, alors d'abord... d'abord, il va à Paris. C'est ça. So he moved to Paris, and I met Jouve and Éluard and Michaud and all the rest of them, and began to write poetry in French. But I was lost, Massimo. He said lost. I didn't want to spend my life writing waltzes of the kind I had written in Monte Carlo, amusing as those had been to write. And I didn't want to write the sorts of serial compositions Scheler had been trying to get me to write. But beyond that, I knew nothing. And then things got very bad in Europe. It was impossible to stay in Paris, and there was no question of moving back to Rome. So we went to Switzerland, 3 days before the war broke out. At least in Switzerland, you could leave the shouting behind and try to lead a civilized life. But you cannot lead a civilized life when you know what is happening all around you. You can take walks in the mountains and breathe in the good air, but you cannot shut out reality. Had I been able to write music, I might have done so, he said, but I could no longer write. I sat at my piano and I played the same note over and over again, hour after hour, the same note. Arabella begged me to stop, but I could not leave the piano alone, and I could not play anything except that one note. So in order to spare her, I signed myself into a sanatorium.
My health was very bad anyway, and I thought, Europe is a madhouse, so the only way to stay sane is to enter a madhouse. Because these Swiss sanatoria are all madhouses, Massimo, he said. Believe me, he said, I tried dozens of them, all madhouses. The doctors are mad, and the nurses are mad, and the patients are mad. In one of them, I led a revolt of the patients against the management. We were being treated like vermin, even though we were paying through the nose, and I decided a stand must be taken. We took the senior doctor hostage, a madman called Schweinsteiger, and we locked him in a dark room until the management acceded to our requests. In another, I organized a music festival, he said. I formed a choir, and I taught them how to make various animal sounds, and we put all those together, and a rather interesting piece of music emerged. We all enjoyed ourselves thoroughly, and the patients who took part immediately got better. But when we performed it in public for the other patients, and the doctors and the nurses, they booed us so loudly we had to stop. However, all the performers discharged themselves the next day. Their symptoms had entirely disappeared. I stayed on because I preferred to be inside than outside. But everyone blamed me for the concert, and the management blamed me for persuading the performers that they were cured. It was then I realized, Massimo, he said, that there's no such thing as informed listening to music. There's only prejudice and the absence of prejudice. Why are the sounds of 28 animals all barking and braying and mooing and hooting in concert any less beautiful than Bach's B minor Mass or the last movement of the Ninth Symphony? Tell me that, Massimo, he said. Tell me that, and I will give you a doctorate in music. He was silent. Go on, I said. Yes, sir, he said. I waited. Finally, I said, what else did he say about the Swiss sanatoria? Switzerland, he said to me once, is not as dull as people make it out to be. There's more to Switzerland than cheese and sanatoria and mountains, he said. There are more drunks and there are more suicides in Switzerland than in any other European country. And there are more madmen per head of the population than in any other European country. I met some remarkable individuals, he said, both inside the sanatoria and outside. I met some remarkable mad billiard players with whom I played billiards for hours at a time in the sanatoria. We had no cues. We had to use our hands, our arms and our hands. We played for hours at a time. Sometimes we had no balls either because of the war. There were shortages, even of billiard balls. Shortage of billiard cues and billiard balls. What went on in these sanatoria, I can't tell you, he said. The patients with each other, the doctors and nurses with each other, the doctors and nurses with the patients. Such goings on in these sanatoria, you could do anything, so long as one did not talk about the war. Everyone had to pretend there was no war. It was enough to drive you mad. Whenever I could, I played the piano, just one note, always one note. He's madder than the rest, they said. But it's by playing one note over and over again that you get to the heart of the note. I didn't realize it then. I accepted what they said, that I was madder than the rest, although part of me was always aware that I was not mad at all. In the end, he said, I could not stand those sanatoria anymore, and I got out. I rejoined Arabella in our flat in Geneva, and I spent the day looking out of the window of the lake and waiting for the war to end. Arabella, too, was waiting for it to end. As soon as it ended, she disappeared again. A friend offered to try and find out where she had gone, but I no longer wanted to know. From that day to this, Massimo, he said, I have not heard from her, nor have I made any attempt to find her. It is as if she had never existed, he said. Never existed. For a while I wondered if there would be any news of her, but there was none. She'd been swallowed up into thin air, he said, into thin air. He was silent for a long time. I let him be. Then I said, go on. How, he said. Nous nous sommes installés à Paris. J'ai rencontré Jouve, Éluard, Michaud et tous les autres. Et j'ai commencé à écrire de la poésie en français. Mais j'étais perdu, Massimo, a-t-il dit, perdu. Je ne voulais pas passer ma vie à composer des valses du genre de celles que j'avais composées à Monte-Carlo, même si elles avaient été amusantes à composer, et je ne voulais pas écrire le genre de composition sérielle que Scheller aurait voulu me faire écrire, mais je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. C'est alors que les choses ont mal tourné en Europe. Il était impossible de rester à Paris. Il n'était donc pas question de retourner à Rome. Nous sommes donc allés en Suisse, 3 jours avant que n'éclate la guerre. Au moins en Suisse, nous pouvions oublier les hurlements et tenter de mener une vie civilisée. Mais on ne peut pas mener une vie civilisée quand on sait ce qui se passe autour de soi.
On peut aller marcher dans les montagnes et respirer le bon air, mais on ne peut pas ignorer la réalité. Si j'avais été capable d'écrire de la musique, c'est peut-être ce que j'aurais fait, a-t-il dit, mais je ne pouvais plus composer. Je m'asseyais au piano et je jouais la même note, encore et encore, heure après heure, la même note. Arabella me suppliait d'arrêter, mais je ne pouvais pas abandonner le piano, je ne pouvais pas jouer autre chose que cette unique note. Et ainsi, pour l'épargner, je suis allé dans un sanatorium. De toute façon, ma santé était en mauvais état et, pensais-je, l'Europe est une maison de fous, de sorte que la seule façon de rester sain d'esprit était d'entrer dans une maison de fous. Parce que ces sanatoriums suisses sont tous des maisons de fous, Massimo a-t-il dit. Croyez-moi, a-t-il dit, j'en ai essayé des douzaines. Tous des maisons de fous. Mais les médecins sont fous, et les infirmiers sont fous, et les patients sont fous. Dans l'un d'entre eux, j'ai mené une révolte des patients contre la direction. On nous traitait comme de la vermine alors que nous payions le prix fort. Et j'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose. Nous avons pris en otage le médecin en chef, un fou nommé Schweinsteiger. Et nous l'avons enfermé dans une pièce sans lumière jusqu'à ce que la direction accède à nos demandes. Dans un autre sanatorium, j'ai organisé un festival de musique, a-t-il dit. J'ai formé un chœur et je leur ai appris à faire divers bruits animaux. Nous les avons tous rassemblés. Il en est sorti une pièce musicale assez intéressante. Nous y avons pris grand plaisir et les patients qui participaient se sont tout de suite sentis mieux. Mais quand nous l'avons joué en public pour les autres patients, les médecins et les infirmiers, ils nous ont hués avec tant de force que nous avons dû nous arrêter. Néanmoins, tous les interprètes ont signé leur décharge le lendemain. Leurs symptômes avaient complètement disparu. Je suis resté parce que je préférais être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais tout le monde m'a critiqué pour le concert et la direction m'a critiqué pour avoir persuadé les interprètes qu'ils étaient guéris. C'est alors que j'ai compris, Massimo, a-t-il dit, qu'il n'existe pas d'écoute informée de la musique. Il n'y a que préjugés et absence de préjugés. Pourquoi les bruits de 28 animaux qui aboient, et braient, et meuglent et ululent en concert seraient-ils moins beaux que la messe en si mineur de Bach ou que le dernier mouvement de la 9e symphonie? Dites-le-moi, Massimo, a-t-il dit, dites-le-moi, et je vous donnerai un doctorat de musicologie. Il se tut. Continuez, dis-je. Oui, monsieur, dit-il. J'attendis. Finalement, je lui demandai, qu'a-t-il d'autre? Qu'a-t-il dit d'autre sur les sanatoriums suisses? Peut-être arrêter là. Merci beaucoup. Oui, vous pourrez le lire dans le livre si vous l'avez pas entendu. Très volontiers d'autres nombreuses pages, mais je vous invite à poursuivre la discussion autour d'un verre, à surtout faire signer, acheter, offrir les livres de Gabriel. Et merci beaucoup. Merci Gabriel, merci beaucoup Bernard, et merci Kylian. Merci.